Je n'ai jamais vraiment eu de type de jeu préféré. Plateforme, RPG, jeu de shoot, jeu d'aventure, tout un tas de genres que j'ai exploré à de nombreuses reprises. Mais il y a un élément que j'apprécie particulièrement quand je joue, et cet élément c'est l'immersion. Quand j'allume ma console, je veux vivre une véritable aventure. Aventurier, astronaute, Jedi ou encore plombier, tant de rôles que j'ai pris le temps d'un jeu. Et pourtant, il y a un type de jeu que je n'avais jamais exploré et qui se prête particulièrement bien à l'immersion. Le Metroidvania, qui tient son nom des deux séries amenant le genre sur nos consoles, Castlevania et Metroid. C'est vers cette dernière licence que je me suis naturellement dirigé, et sans surprise, je me suis fait toute la série. Et il y en a un qui, selon moi, sort particulièrement du lot. Avant toute chose, je vous vois venir. Tous les Metroid sont excellents, que ce soit les opus 2D ou les Metroid Prime. Oui, enfin presque tous. Mais c'est celui-là que j'ai choisi. Et malgré tout, il n'est pas exclu que je n'en parle pas d'un autre. Super Metroid ou Metroid 3 est le seul opus Metroid de la Super NES. Oh, quelle surprise! Regardez-moi, je suis chroniqueur jeux vidéo et je suis amoureux de ma Super NES. Ok, du coup, il fait suite à Metroid premier du nom sur NES et Metroid 2 sur Game Boy. Donc, un point scénario s'impose. La série nous met dans la peau de Samus Aran, une chasseuse de primes élevée par les Chozo, une espèce extraterrestre qui a le pouvoir incroyable d'être des oiseaux. Samus est missionnée par la Fédération Galactique pour aller enquêter sur la planète Zebes, où sévissent des pirates de l'espace qui tentent d'utiliser des Metroids pour conquérir l'univers. Rien que ça. Samus va donc affronter Kraid, Ridley, mais aussi et surtout Mother Brain, une sorte d'ordinateur central organique qui a littéralement pété un câble. Le roi des pirates, ce sera moi! Dans le deuxième opus, longtemps après sa victoire sur Zebes, Samus décide que les méduses c'est dégueu, alors elle se rend sur leur planète d'origine SR388 pour trouver et éradiquer les derniers Metroid. Ce qu'elle fera, mais embarquera quand même un bébé parce qu'elle est trop mignonne. Elle le confie à des scientifiques et fin du point scénario. Du coup, Super Metroid commence juste après que Samus nous ait expliqué tout ça avec une tonne de texte. On apprend que la station où était retenue Titine, ouais c'est comme ça que je l'ai appelée, Titine. Bref, la station a été attaquée et donc Samus s'y rend à toute berzingue. Déjà, premier point, l'ambiance est incroyable. Clairement, on arrive dans une station silencieuse où il n'y a rien. Pas de musique, juste le doux son des machines. On se sent oppressé et on a l'impression qu'un ennemi va surgir à tout moment. Et devinez quoi? C'est ce qui va se passer. On retrouve notre chère petite Titine. C'est qui joue à cache-cache? C'est qui joue à cache-cache? C'est toi! Ouais. Donc voilà, pour commencer, on affronte Ridley, le boss le plus iconique, populaire et accessoirement le plus dur du jeu. Ouais. Forcément, on donne tout, mais concrètement rien à faire, on se fait dézinguer. Et il se fait la malle alors que la station spatiale va exploser et qu'on doit se faire la malle à notre tour. Sympa le tutoriel. Qui dit Ridley dit Zebes, et c'est donc naturellement qu'on en fait notre destination. Zebes qui est encore plus oppressante. Aucune musique, aucune indication, aucun ennemi. Ah ça, on sait juste qu'on doit trouver Titine. Du coup, partons à sa recherche. On se rend compte que les lieux sont les mêmes qu'on a quittés la dernière fois. Et ça, c'est bien joué. Mais c'est déroutant. Où sont les ennemis? Je m'ennuie, moi. En descendant plus loin, on trouve nos premières améliorations d'armure, qui sont les incontournables de la série. La boule morphing, qui va nous permettre d'accéder à des espaces exigus, ainsi que les missiles, qui vont servir à missiler les ennemis. Mais aussi à ouvrir des portes roses. Une caméra nous repère pour permettre enfin à la musique de se lancer et aux ennemis de se pointer. Et je peux vous dire que ça fait drôle, hein. On a trouvé nos premiers items, mais ça ne nous avance pas beaucoup. On n'a toujours aucune indication. Et c'est justement ça le sel du jeu. Parce que oui, on est dans un Metroid. On a un objectif qui est de trouver Titine, et pour ce faire, on va devoir explorer les moindres recoins de la planète Zebes. Un labyrinthe gigantesque où va se dérouler la totalité du jeu. Elle est constituée de 4 zones principales, Brinstar, Crateria, Maridia et Norfair. Seulement, de nombreux endroits sont inaccessibles. Mais au cours de notre exploration, on va trouver des nouveaux pouvoirs pour notre armure et ainsi débloquer au fur et à mesure des nouveaux environnements. Nous forcer à faire des allers-retours sans arrêt pour débloquer telle ou telle zone, et mine de rien, c'est immersif. On a l'impression de vivre une vraie aventure.
En réalité, la création de Metroid a été pensée de façon à mixer un peu les mécaniques de Mario et de Zelda. On a l'aspect très plateforme de Super Mario Bros, mixé avec l'aspect exploration d'un bon Zelda. L'aspect shooter du jeu est venu bien après. Et en plus des passages réglementaires, on a tout un tas de passages secrets. Et si on les trouve, le jeu nous récompense en nous donnant de l'énergie supplémentaire ou en agrandissant nos réserves de missiles. Parce que oui, si on va découvrir tout un tas de nouveaux pouvoirs et d'équipements supplémentaires, on va avoir sacrément besoin d'améliorer nos consommables. Car le jeu est sacrément corsé. Ouais, concernant le bestiaire, on a tout, mais cela varie en fonction de l'environnement et de la zone qu'on explore. Mais globalement, il n'y a que des grosses bestioles incompréhensibles et extraterrestres. Et il y en a partout. En plus des pirates de l'espace. Du coup, on passe notre temps à tirer dans tous les sens. Surtout que chaque bestiole vaincue va nous laisser un petit item ou de la vie. Plutôt cool. On commence l'exploration de Brinstar, dans laquelle on va trouver d'autres items obligatoires pour avancer, comme les bombes. Bombes qui sont gardées sur le premier mini-boss. Bah ouais, une statue Chozo qui annonce la couleur. Ah ouais, c'est le premier gros ennemi et je suis déjà mort 600 fois. Brinstar est déjà labyrinthique, on fait beaucoup d'allers-retours mais les bombes nous donnent déjà accès à plein de nouveaux environnements. Dont un boss, oui, encore un. Un boss hypnotisant. Aie confiance, crois en moi. Oh mon dieu, mais referme ta bouche. Dégueulasse. Les boss sont pour la plupart réussis, tant en termes de gameplay que de mise en scène. Pour celui-ci, on aura juste à lui envoyer des missiles quand il... Oh non mais arrête ça. Et chaque boss nous donnera accès à une nouvelle amélioration d'armure. Là ici on est sur du super missile. Pour super missiler et ouvrir les portes vertes. Bon, grâce à ces super missiles, on va s'ouvrir l'accès à Norfair. Et on a l'impression que ça ne rigole plus. Il y a de la lave partout, des bêtes encore plus présentes, et surtout une musique qui nous fait savoir qu'on n'a rien à foutre là. Quand on arrive dans certaines salles, on se rend compte qu'il fait beaucoup trop chaud pour qu'on reste, et on est encore une fois perdu. En continuant l'exploration, on va obtenir le rayon chargé pour notre arme. Parce que oui, même nos tirs sont personnalisables. On trouvera plus tard le rayon spazer, le rayon de glace qui va nous permettre de faire des folies, ou encore le rayon plasma qui est surpuissant. On trouve une salle chelou avec une statue imposante où on reconnaît Ridley et Kraid, accompagnés de 2 autres trucs. Du coup, je suppose qu'on va devoir les vaincre avant de retourner ici. On finit par trouver l'entrée de Maridia, un peu moins labyrinthique et surtout plus linéaire, mais avec tout plein d'items cachés. Et au bout, on trouve une salle vide, pleine de pics. Vous vous souvenez quand je parlais de mise en scène ? Ah ouais, Kraid rigole zéro. Un boss gigantesque à qui on doit envoyer des missiles quand il a la bouche ouverte, pendant qu'il nous balance des trucs pour essayer de nous faire tomber. C'est corsé, mais si on a un stock de super missiles conséquent, on en vient assez facilement à bout. Pour obtenir l'armure Varia, qui est immunisée à la chaleur. Du coup, les salles trop chaudes, j'arrive. Du coup, c'est dans Norfair qu'on va trouver d'autres power-up, l'accélérateur qui... La powerbomb, qui est l'objet le plus pratique pour ne pas se casser la tête. Mais bon, Norfair c'est plutôt dangereux. Heureusement, on trouvera des salles pour recharger sa santé, et au pire, on peut remonter à son vaisseau pour sauvegarder la partie, et récupérer son énergie. Au cours de notre aventure, on va apprendre auprès d'animaux chelous qu'on est plus fort que ce qu'on pensait. Du moins, si on a du skill. Et c'est incroyable ce que le skill est nécessaire dans ce jeu. On va pouvoir faire du saut mural, mais c'est pas du Mario, hein. Tes doigts vont souffrir. Et on peut faire ça aussi. À Norfair, on va trouver Crocomir, qu'il va falloir faire reculer en lui envoyant des missiles dans la bouche. Jusqu'à ce que... Là... Bon. Du coup, vous vous souvenez ? Boss égale power up, donc on obtient le... Qui réclame beaucoup de skill aussi, pour se balancer, faire des trucs de fou. Grâce à ce dernier, on va explorer Crateria, et notamment une épave. Ah ouais, le jeu n'était pas oppressant du tout, hein. En rajouter n'était pas vraiment nécessaire. Clairement, dans cette épave, rien ne fonctionne. Pas d'électricité, donc pas de sauvegarde. Des fantômes apparaissent ça et là, mais ils ne sont pas très dangereux. Heureusement, on finit enfin par trouver de la compagnie plus agréable. Lui là, le roi des fantômes, il est sympa. On ne peut le toucher qu'avec des missiles, mais que quand il est là, parce que souvent il se cache. Bref, c'est assez complexe et on s'en prend plein la gueule.
Et on apprend que c'était lui, en fait, qui drainait toute l'électricité. Du coup, les machines repartent. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Parce que là, ça devient vite le bordel. On va obtenir l'armure gravité qui nous permettra de nous mouvoir dans l'eau comme on le souhaite. Et devinez quoi, on est encore perdu. On fait 3 fois le tour entier de la map sans trouver quoi faire. Et... Ah, un tube en verre. Je me demande si... Oh, un nouveau monde s'offre à nous. Un nouveau monde labyrinthique. C'est une nouvelle facette de Maridia, plus sauvage et aquatique. Et pour le traverser, il va falloir, deviner quoi, du skill, pour enfin tomber sur Drake. Bon, là il y a une grande arène, l'affrontement va être cool. Je suppose qu'on va le super missiler et... Ben non. Cette fois, on est attaqué par des tourelles sur les côtés qu'on va devoir détruire. C'est en se mettant en danger qu'on va en venir à bout, en s'agrippant avec le grappin à une tourelle détruite pour s'électrocuter soi-même, mais avec lui. Ce boss est à la fois le plus simple et le plus complexe, car si la solution est difficile à trouver, celle-ci est en fait très simple. En chopant le Space Jump qui va nous permettre de s'affranchir des lois de la gravité, et du saut d'attaque qui va te permettre de te foutre de tous les obstacles en fait, on repart sur Norfair qui est le seul territoire pour lequel on sait qu'il reste beaucoup à explorer. Mais surtout... Oh, écoutez-moi cette musique. Ouais, c'est très chaud et bizarrement je pense qu'on va trouver Ridley au bout. Une intuition, comme ça. Du coup, on flingue de la guêpe à foison pour être sûr d'être chargé à bloc, avant de trouver Monsieur Ptérodactyle. Et il est pire que dur. Il est imprévisible, il nous fouette à grands coups de queue, nous chope, essaie de nous empaler. Clairement, on est sa petite chose fragile. Bon, j'ai fini par trouver un type. Et je suis fier de moi. Et donc, forcément, une fois vaincu, on est content. Parce qu'on va retrouver Titine. J'arrive, Titine. Titine Titine. Bon. Bah voilà. Tu te rappelles de la statue? Ah, la statue, oui. Titine doit être là-bas. On retourne donc à Brinstar en abusant de nos nouveaux pouvoirs pour trouver des nouveaux power-up. Et il y en a des bien cachés, hein. Ouais, qui l'aurait cru? On finit par se rendre à la fameuse statue où les joyaux se brisent les uns après les autres pour finalement s'effondrer et nous laisser un passage vers un nouveau monde. Tourian. Ah. Bon, pour les initiés, Tourian, c'est la base de Mother Brain, le roi des pirates. On y croise encore plein de métroïdes, mais des gros cette fois, insensibles à nos rayons. Et s'ils nous chopent, ils drainent toute notre vie jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse en spammant les bombes. Youpi. Pour les vaincre, il faudra d'abord les geler, puis les super missiler. Pas chiant. Bref, c'est la fin, hein, on s'en doute. Mais avant ça, on tombe dans un lieu glauque, avec des ennemis sans vie, qui tombent en cendres après notre passage. C'est bien, mais assez oppressant. Pour changer. Et puis... Oh. Mais non, mais comment je vais... Attends. Titine, c'est toi? Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Des légumes, Titine. Pas des stéroïdes, des légumes. Va dans ta chambre. Heureusement, on peut recharger sa santé avant de se rendre dans la salle de Mother Brain. Et il n'y a aucune surprise, la salle est exactement pareille que dans Metroid premier du nom. On se fraye un chemin à coups de missile en s'en prenant plein la gueule pour enfin démolir la tête de bocal. Plutôt simple en vrai. Titine, t'es où? Ah bah ça c'est nouveau. C'est remarquable et je dis oui. J'ai dit simple? Ouais, laissez-moi vous dire que je me suis bien planté. Mother Brain 2 est peu complexe en termes de skill, mais chacune de ses attaques fait perdre énormément de vie. Mais le secret est le même que pour tous les autres boss. Des gros coups de super missiles le plus vite possible, jusqu'à ce qu'ils se fâchent. Et là, on se dit que c'est foutu. Fini. Terminé. Bonsoir. Salut. Mais contrairement à ce qu'on pensait, rien n'est perdu. Puisque Titine vient à la rescousse. Et ouais, les stéroïdes ont finalement du bon. Et ce n'est pas pour plaire à Mother Brain qui riposte et qui va nous faire littéralement péter un câble. Non, comment oses-tu frapper ma bulle? Bon, ouais. Là, c'est plus un combat, c'est une humiliation. Haha, on a gagné. Ouais. Non, mais on n'est jamais tranquille dans ce jeu.
On s'enfuit donc à toutes jambes pendant que rien n'inquiète les pirates de l'espace. C'est en rejoignant le vaisseau qu'on parvient à sauver sa peau. Et la mission est accomplie. Je devais ramener Titine et j'ai détruit la planète. Ça choque personne ? Bon, Super Metroid n'est pas l'un des jeux de mon enfance, mais ce fut une incroyable découverte. Déjà, le principe de ce jeu est réellement excellent. Une sorte de mini-monde ouvert qu'on va explorer de bout en bout avec un objectif simple. C'est sûr qu'on se perd souvent et qu'on fait beaucoup d'allers-retours, mais l'immersion est bien là. À chaque power-up qu'on récupère, on sait qu'on a potentiellement débloqué une dizaine de nouveaux chemins, et c'est réellement gratifiant. Mais si j'ai choisi celui-ci en particulier, c'est que parmi les Metroid 2D, c'est bien celui-ci qui dispose de la meilleure mise en scène. On est tantôt oppressé, tantôt surpris, on se sent constamment en danger et ce sentiment est encore plus accentué quand on affronte les boss, qui sont tous incroyables. L'ambiance est encore plus prenante grâce à la musique, qui est excellente. Vraiment. D'ailleurs, à l'instar des Mario ou des Zelda, celle-ci est si culte qu'on la retrouve dans tous les épisodes de la série. Si vous êtes intéressé par le genre, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la série complète. Et je vous déconseille vivement de le faire à l'aide d'un guide. Ouais, ça sape complètement l'expérience. En tout cas, moi je me suis éclaté sur ce titre. Et ce même si je n'ai pas réussi à avoir la meilleure fin. Parce que oui, le petit easter egg rigolo à la fin du jeu, c'est que plus vite on aura fini le jeu, plus Samus sera dénudé sur sa scène finale, en enlevant juste son casque si c'est pas fou. Du coup, j'insiste sur le fait que pour toi, c'est pas fou. Et en revêtant son plus beau bikini si on a fait un temps vraiment cool. Ouais, on pouvait s'en permettre des choses à l'époque. D'ailleurs, c'est ainsi que les joueurs du premier opus ont découvert que Samus était en fait une femme. Amusant. N'oublie pas de t'abonner.